Hey, salut! Voici l'histoire d'un légendaire tueur qui a façonné le monde encore aujourd'hui. Préparez-vous à plonger dans une histoire immersive. Style littéraire soutenu, rythme lent et oppressant, description sensorielle et une tension qui ne relâche jamais son étreinte. Cette histoire horrible, bien qu'inspirée de faits réels, vous plongera dans l'âme noire de Whitechapel, pas seulement à travers les yeux d'un témoin, mais à travers la voix même de la terreur. Ce récit comporte des mots durs et difficiles à entendre pour certaines personnes sur les détails morbides de ces actes que ce personnage a commis. Encore aujourd'hui, cela reste un mystère sur l'identité réelle du tueur. Voici l'histoire de Jacques l'Éventreur, également connu sous les surnoms de l'assassin de Whitechapel, le tablier de cuir, ou encore l'Éventreur de Whitechapel. Bon visionnage et bonne lecture à tous. Les entrailles de Whitechapel, chapitre 1, la première ombre. Londres, ce 31 août 1888, ne savait pas encore qu'elle allait accoucher d'un mythe. Le ciel, bas et gras, pesait sur les toits comme un linceul humide. L'air, épais de fumée, de bière renversée et de tripes de mouton bouilli, collait à la peau comme une sueur d'agonie. Dans Buckes Row, une femme marchait seule. Elle s'appelait Mary Ann Nichols, mais on la connaissait sous le nom de Polly, un surnom tendre, presque cruel, pour une vie si dure. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Son manteau, autrefois rouge, était désormais d'un brun sale, taché de boue et de larmes séchées. Elle avança jusqu'à un mur de briques, s'y adossa et ferma les yeux. Elle ne dormait pas. Elle attendait. Pas un client, non. Pas vraiment. Elle attendait seulement que la nuit passe, que le froid cède, que le monde pour une fois lui fasse grâce. Mais cette nuit-là, le monde avait envoyé autre chose. Un homme sortit de la brume. Il ne parlait pas fort. Il ne parlait même pas. Il tendit une main. Peut-être lui offrait-il une pièce. Peut-être offrait-il un abri. Polly ouvrit les yeux. Elle vit un visage flou, des yeux clairs, un chapeau melon légèrement incliné. Elle sourit non par joie, mais par habitude. C'était le sourire des femmes qui n'ont plus rien à perdre. Elle le suivit dans l'obscurité. Personne n'entendit le premier coup. Mais si quelqu'un avait été là, vraiment là, il aurait vu ceci. L'homme la plaqua contre le sol avec une force calme, presque médicale. Sa main gauche couvrit sa bouche, non pour étouffer, mais pour contenir le son. Puis, de la droite, il tira un couteau long, fin, effilé comme une aiguille de chirurgien. Il lui trancha la gorge d'un seul geste, fluide, précis, comme on coupe une artère à un cochon encore vivant. Le sang jaillit, chaud, presque brillant dans la pénombre, mais il ne s'arrêta pas là. Il ouvrit son ventre de bas en haut, avec une lenteur qui tenait du sacrilège. Les entrailles glissèrent sur le pavé, luisantes, fumantes. Il ne détourna pas le regard. Il observait. Il étudiait. Il comparait. Quand il partit, ses vêtements étaient à peine tachés. Il avait nettoyé sa lame sur le jupon de Polly. À 3h45 du matin, un charretier qui passait par là la trouva. Voyant la scène devant ses yeux, il vomit ses tripes dans le caniveau. Puis il courut. Mais il était déjà trop tard. Ce qu'il avait vu dans cette ruelle allait prendre racine en lui et le ronger jusqu'aux tripes. Chapitre 2, l'atelier du démon. Annie Chapman ne croyait plus aux prières. Elle croyait au djinn, à la chaleur d'un lit partagé, au regard d'un homme qui, pour une heure, ne la jugeait pas. Le 8 septembre, elle errait près de Hanbury Street. Elle avait tenté de vendre des fleurs toute la journée. Personne n'en voulait. Les pauvres n'achètent pas de beauté. Les riches ne regardent pas les pauvres. Elle vit un homme assis sur une borne. Costume sombre. Main gantée. Il fumait une cigarette fine, rare dans ces quartiers. Il la regarda. Pas avec concupiscence. Avec intérêt. « Tu as froid ?» demanda-t-il. Sa voix était douce. Cultivée, presque paternelle. Annie hocha la tête. « Viens, dit-il. Je connais un endroit tranquille. » Elle le suivit dans la cour du 29 Hanbury Street. Un lieu désert, entouré de murs aveugles. Parfait. Il ne la frappa pas. Il ne la menaça pas. Il la fit s'agenouiller. « Pour que tu sois à l'aise, dit-il. » Elle ferma les yeux. Peut-être rêvait-elle d'un feu, d'un repas, d'un mot gentil. Il trancha sa gorge. Puis, agenouillé face à elle, il ouvrit son abdomen avec une précision effrayante. Il plongea les mains dans la cavité, tâtonna, coupa, retira. Son utérus. Une partie de son vagin. Il les enveloppa dans un mouchoir de soie, dans Whitechapel, et les glissa dans sa poche. Il nettoya ses outils, car ce n'étaient pas des armes, mais des instruments sur son tablier de toile qu'il portait sous son manteau. Il partit sans se retourner. Le lendemain, les médecins trouvèrent des marques sur les épaules d'Annie. Pas de lutte. De positionnement.
Comme si on l'avait tenue, non pour la violenter, mais pour la préparer. Chapitre 3, la nuit double. Le 30 septembre, la lune était voilée. Le vent portait l'odeur des abattoirs de Smithfield, un relent de sang et d'entrailles qui, cette nuit-là, semblait prophétique. À Bernay Street, Elizabeth Street discutait avec un homme. Un marin, pensait-elle. Il parlait suédois. Il lui offrit un verre. Elle refusa, elle voulait rester sobre. Il insista. Ils entrèrent dans un petit jardin. Puis, le silence. Un passant vit l'homme s'enfuir, le col relevé, le pas pressé. Il trouva Lise étendue, gorge tranchée, yeux grands ouverts. Pas d'autres blessures. L'assassin avait été interrompu. Mais il n'était pas calmé, non, il marcha. Rapidement. Vers Mitre Square. Là, Catherine Edow, libérée de la prison de Bishopsgate quelques heures plus tôt, marchait en titubant, fredonnant une vieille chanson galloise. Il l'aborda. Elle accepta de le suivre. Pourquoi refuserait-elle? Elle était libre. Vivante. Pour encore quelques minutes. Il la tua comme un boucher tue un mouton à l'hôtel. Mais il ne s'arrêta pas à la mort. Il ouvrit sa mallette et sortit un couteau fin, long et brillant dans la nuit, un couteau de précision affûté comme un rasoir, se pencha sur elle et lui trancha le nez puis lui coupa l'oreille gauche et lui entailla les paupières. Il lui ouvrit ensuite le ventre si violemment que les côtes craquèrent. Il retira un rein, l'utérus et une partie du foie. Puis, avec du sang encore chaud, il écrivit sur le mur « Crime et désir ». Désolé, je me suis senti obligé de le faire. Après avoir commis son crime sordide, il effaça presque aussitôt toute trace de son passage, laissant le cadavre comme un déchet sur un trottoir. Quelques jours plus tard, la police le fit disparaître, craignant des émeutes. Mais les lettres continuèrent, et elles disaient tout, il n'était pas fou. Il jouait. Il défiait. Il savait qu'on le lisait. Le tueur repassa dans l'ombre quelque temps. Chapitre 4, la cathédrale de Cher. Le 9 novembre, il ne pleuvait pas. Il ne gelait pas. Il ne se passait rien d'exceptionnel. Sauf dans la chambre numéro 13 de Miller Court. Mary-Jane Kelly, 25 ans, chantait une ballade irlandaise en allumant le feu. Elle avait bu, mais elle était joyeuse. Elle avait reçu une pièce d'un marin. Elle allait manger demain. Dormir. Peut-être même écrire à sa mère. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Il entra sans bruit. Il posa une main sur sa bouche. Elle se débattit brièvement. Il la frappa au visage. Pas assez pour la tuer. Juste assez pour la dompter. Puis, il commença. Il lui coupa la gorge. Mais il la laissa vivante. Consciente. Il la força à regarder pendant qu'il lui tranchait le sein gauche. Il le posa sur la table, près du miroir. « Regarde » murmura-t-il. Puis l'autre sein. Puis le visage. Il le décolla du crâne, lambeau par lambeau. Il ouvrit son ventre jusqu'au sternum. Il retira le cœur, le foie, les reins, les intestins. Il jeta des morceaux dans le feu. La chair grésilla. Une odeur de porc rôti emplit la pièce. Il coupa ses bras, ses cuisses. Il les disposa autour d'elle, comme un rituel païen. Il lui enfonça un morceau de foie entre les dents. Il s'assit sur le lit. Il fuma une cigarette, puis contempla son œuvre. Quand le propriétaire frappa à la porte à 10h30, le silence était total. Ne voyant aucun bruit, il se pencha pour regarder dans le trou de la serrure et vit l'enfer. Le sol, les murs, le plafond, tout était rouge. Le lit n'était plus un lit, c'était un autel. Et Mary-Jane n'était plus une femme, c'était une offrande. Le docteur Bon, appelé sur les lieux, refusa de décrire certains détails à la presse. L'esprit humain ne devrait pas connaître de telles choses, écrit-il plus tard. Chapitre 5, le silence qui marche. Après Mary-Jane, l'éventreur disparurent, pas parce qu'il était mort, pas parce qu'il avait été arrêté, mais parce qu'il n'avait plus besoin de frapper. Il avait tout dit, tout montré. Whitechapel retint son souffle. Les femmes marchaient en groupe. Elles ne sortaient plus seules dans la nuit sombre des ruelles. Les policiers patrouillaient la nuit, armés de lanternes et de peur. Les journaux titraient « Le démon de Londres a-t-il quitté notre sol ?» Mais dans les ruelles, dans les cours, dans les chambres sans fenêtres, on savait la vérité, il n'était pas parti. Il observait, il attendait. Peut-être souriait-il en lisant les théories ridicules, le boucher juif, le prince caché ou le fou échappé de l'asile. Il savait qu'on ne le trouverait jamais, parce qu'il n'était personne. Et tout le monde à la fois. Chapitre 6, les yeux du témoin. Je m'appelle Thomas Grieve. Je suis un vieil homme. Je vis seul dans une chambre de Brickland. Je n'ai plus de famille. Plus d'amis. Juste ces carnets. Et ce cauchemar éveillé. Je l'ai vu.
Pas son visage, mais sa manière. La façon dont il tenait ses mains. La façon dont il regardait les femmes, pas comme des proies, mais comme des modèles. Je l'ai vu quitter Mitre Square, le 30 septembre. Je l'ai suivi jusqu'à Finsbury Circus. Il est monté dans une calèche noire. Il a regardé par la fenêtre. Il m'a vu. Et il a souri. Je n'ai rien dit. Par lâcheté. Par peur. Non. Par terreur absolue. Parce que dans ses yeux, il n'y avait ni haine, ni folie. Il y avait la certitude. La certitude d'être au-dessus de nous tous. De nos lois. De notre morale. De notre humanité. Je dors avec un couteau sous mon oreiller. Je ne sors plus la nuit. Je n'écoute plus les chansons irlandaises. Parce que chaque fois que j'entends une voix de femme dans la rue, je revois Mary-Jane. Et je sais qu'il pourrait encore frapper. Chapitre 7, l'écho éternel. Aujourd'hui, plus de 130 ans plus tard, Whitechapel a changé. Les ruelles ont été élargies. Les taudis rasés. Les bordels transformés en café à la mode. Mais le brouillard revient chaque automne. Et avec lui, le souvenir. Les touristes viennent en groupe, riant, prenant des photos devant les plaques commémoratives. Ils prononcent le nom de Jacques avec une fascination malsaine. Ils veulent des détails sanglants, des théories extravagantes, des frissons. Mais personne ne prononce leur nom. Martha, Polly, Annie, Elisabeth, Catherine et Marie-Jeanne. Elles sont les véritables fantômes de Whitechapel. Pas Jacques, lui, il est mort depuis longtemps. Peut-être dans un manoir, peut-être dans un asile, peut-être sur un navire perdu en mer. Mais elles errent encore, dans chaque ruelle sombre, dans chaque silence entre deux pas, dans chaque regard qu'on évite de croiser, car l'horreur de Jacques l'Éventreur n'est pas dans ses couteaux, elle est dans le fait que le monde a laissé faire. Et qu'il le ferait encore, si l'Éventreur était encore vivant. Voilà, cher lecteur. J'espère que ce récit vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre et à laisser un petit commentaire sous la vidéo avec vos impressions. Merci.